Depuis maintenant plus de 500 ans, les empires se succèdent. Entre le Portugal, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et à l'heure actuelle les États-Unis, à chaque fois, on a un nouveau pays, une nouvelle superpuissance mondiale. Et la question que j'aimerais aborder et surtout à laquelle j'aimerais répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que on arriverait potentiellement à la fin de l'empire américain? Comme on le sait, souvent, un empire dure environ un siècle. L'empire américain, lui, a commencé au début du XXe siècle. Et là, nous sommes quasiment à un quart du 21e siècle et il y a plusieurs signes qui montrent que potentiellement, on pourrait arriver à la fin de l'Empire américain. Alors bien sûr, le but, c'est pas de faire une analyse à court terme et dire que l'année prochaine, l'Empire américain ne sera plus la superpuissance mondiale, le dollar américain ne sera plus la monnaie de réserve mondiale, mais c'est juste de faire un bilan de la situation américaine à l'heure actuelle. Dans cette vidéo, on va donc aborder 5 signes typiques de fin de grand cycle. Premièrement, on va aborder les inégalités. Donc les inégalités au sein de cette superpuissance mondiale. Après ce premier point, on va aborder aussi la question de la dette. Ça va être la seule question financière de cette vidéo. Pour continuer, on va voir les conflits géopolitiques, ensuite la montée du protectionnisme et pour finir, la remise en question de la monnaie de réserve mondiale. Le premier signe que j'ai pu aborder dans le sommaire, donc, ça a été les inégalités fortes. Et actuellement, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est une économie en K, plus communément appelée sous le nom de K-shaped economy. Cela signifie que l'économie est uniquement tirée à la hausse par les ménages à haut revenu. Et c'est exactement le scénario qu'on est en train de voir aux États-Unis d'Amérique depuis mi-2025, où les ménages de classe moyenne donc voient leurs revenus stagner, voire baisser, alors que les ménages à haut revenu, eux, ne subissent en aucun cas cette pression sur les salaires, voire même ça augmente et ça augmente plus vite que les barèmes historiques. Donc concrètement, ça a créé énormément d'inégalités. Et ça se repère aussi par rapport aux résultats de toutes les compagnies aériennes, où on a pu voir United Airlines, donc une compagnie aérienne américaine, qui avait stipulé que les résultats étaient tirés à la hausse uniquement grâce aux business class et que les classes moyennes, eux, n'étaient jamais remplies. Donc ça veut dire qu'on a des ménages à haut revenu qui voyagent énormément via la business class et des ménages donc de classe moyenne ou à revenu faible ou moyen qui, eux, ne voyagent pas du tout parce qu'ils subissent la montée des prix. Et ça, pour moi, c'est un point assez intéressant parce que plus les inégalités sont fortes, plus les extrêmes montent. Et c'est un schéma qu'on est en train de voir dans tous les pays développés quasiment, aux États-Unis avec le passage donc des républicains via Donald Trump, en France avec la montée de l'extrême droite, en Italie avec la montée de Giorgia Meloni, en Allemagne avec la montée de l'AfD. C'est un schéma qui est en train de se reproduire un petit peu dans tous les pays parce qu'on pousse les ménages dans des retranchements extrêmes. Donc eux, derrière, ils vont se pencher vers des idées extrêmes. Et c'est cette inégalité-là qui pousse les ménages à penser comme ça et à se diriger donc vers des extrêmes, que ce soit la gauche ou la droite. Le deuxième point que j'ai pu aborder dans le sommaire, ça a été la dette. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dette, c'est un point extrêmement important pour tous les pays développés, émergents ou sous-développés, parce que c'est la capacité à se refinancer. Un État pourra toujours emprunter sur les marchés. À n'importe quel taux, ce taux-là va être fixé par le marché, ce qu'on appelle des obligations gouvernementales. Cependant, plus la dette augmente, plus les marchés vont fixer un taux qui va être haut pour justement accorder une prime de risque plus élevée au pays. Parce qu'il a beaucoup moins de chances donc de rembourser sa dette quand il est endetté énormément que quand il est endetté peu. Et actuellement, ce qu'on voit sur la superpuissance mondiale donc qui est les États-Unis, c'est qu'on a un ratio dette fédérale par rapport au PIB à hauteur de 122%. On a un déficit budgétaire par rapport au PIB fédéral qui atteint 5,77% par an. On a aussi des records de taux de défaut sur tous les crédits étudiants. On est dans une situation très compliquée, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on n'est pas en récession. Concrètement, quand la crise des subprimes a explosé, l'État a pu renflouer les banques, renflouer les contribuables parce qu'ils avaient énormément de marge. À ce moment-là, le ratio dette fédérale par rapport au PIB était à hauteur d'environ 60%. Donc, il reste énormément de marge. Cependant, maintenant, on est à 122%. Une récession pourrait faire littéralement exploser ce ratio. D'une, parce qu'on augmenterait énormément la dette en voulant relancer l'activité économique. Et de deux, parce que le PIB perdrait en valeur. En récession, une récession, c'est simple. C'est 2 trimestres neutres ou négatifs de croissance du PIB. Donc concrètement, si on a 2 trimestres d'affilée de croissance neutre ou négatif aux États-Unis avec le PIB, le ratio dette-PIB, lui, pendant ces 2 trimestres, va continuer d'augmenter. Parce que c'est pas parce que la croissance économique n'augmente pas que l'État n'arrête pas de s'endetter. Non, les professeurs, les infirmiers, etc., n'y sont absolument pour rien que la croissance économique n'avance pas. Il faut absolument les payer, donc il faut continuer à endetter. Et si ça t'intéresse ce point-là de la dette, j'ai réalisé une analyse donc du cycle de la dette américaine long terme de 26 pages.
Donc, si tu veux la recevoir, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires ou envoie-moi directement un message sur Instagram. Donc, bien sûr, la situation de la dette actuellement aux États-Unis, pour moi, reste assez préoccupante dans le sens où on n'est toujours pas en récession, qu'on observe déjà des points rouges, des lignes rouges qui sont en train d'être dépassées. Les taux d'emprunt américains sont en train de pricer de plus en plus un risque budgétaire aux États-Unis. Les 30 ans, les 20 ans ne baissent pas et depuis l'entrée de Donald Trump à la Maison-Blanche ne font qu'augmenter alors que la Réserve fédérale a baissé 3 fois ses taux d'intérêt. Donc concrètement, les marchés sont en train de pricer un risque souverain sur les États-Unis et en plus de ça, ils ne le font pas que sur les États-Unis. On voit en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, au Japon où la situation est bien pire que ce que l'on pense. Dans tous ces pays-là, les marchés sont en train de pricer un risque d'instabilité budgétaire, de dette. Alors bien sûr, la dernière fois que l'économie mondiale a connu un vrai risque de dette et des vraies secousses financières sur le marché, c'était donc avec l'épisode Grèce dans les années 2010. Bien sûr, on n'en est pas rendu à ce stade, on est encore même loin de ce stade. Tous les pays que j'ai évoqués sont bien plus solides financièrement, ont une crédibilité bien plus forte aux yeux des marchés financiers que la Grèce à l'époque. Cependant, ce risque quand même interroge. Si demain on entre dans une récession aux États-Unis, donc ce qu'on peut dire carrément une récession mondiale, comment les marchés obligataires réagiraient? Est-ce que les États auraient la capacité de se refinancer? Est-ce que les États-Unis pourraient se refinancer 6, 7, 8% sur une horizon de 1, 2, voire 3 ans? Maintenant, un autre point d'une fin d'empire, ça va être les conflits géopolitiques. Quand je parle de conflits géopolitiques, c'est quand une superpuissance commence à s'étaler un petit peu partout dans le monde pour faire sa loi, augmente ses dépenses et donc au final se perd dans tous ces conflits. Un petit peu à l'instar de Napoléon dans les années 1800, au 19e siècle. Ce qu'on voit avec les États-Unis aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont en train de se perdre géopolitiquement. Rien que sur l'année 2026, donc entre janvier et juin actuellement, on voit qu'ils ont capturé le président au Venezuela, ils ont menacé au niveau du Groenland, ils ont aussi menacé la Chine. Alors bien sûr, on reviendra après sur le protectionnisme, mais c'est aussi des mesures géopolitiques. Ils ont aussi attaqué l'Iran, ils ont aussi démantelé l'UCED, ils ont réduit aussi leur financement aux agences de l'ONU, ils ont menacé le Canada, donc le Canada qui est censé être leur meilleur ami commercialement, ils ont menacé d'en faire un 51e État. Ils se sont aussi lancés dans des pourparlers pour un cessez-le-feu à Gaza, donc entre Israël et la Palestine. Cependant, à côté, ils financent énormément Israël, que ce soit en termes d'armes, en termes de technologie militaire. Donc les États-Unis dépensent énormément d'argent. Le seul point où ils ont gagné de l'argent, entre guillemets, ça a été d'arrêter complètement le financement de la guerre en Ukraine. Les États-Unis ont décidé d'arrêter de financer cette guerre complètement une fois que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche. Donc tous les points que je viens de vous évoquer, c'est tous les conflits géopolitiques ou les points rouges géopolitiques dans lesquels les États-Unis sont mêlés. Et on se rend compte que ça fait une très longue liste. Pour que les États-Unis puissent continuer à alimenter Israël, continuer à alimenter une guerre en Iran, continuer à alimenter tout ce que je viens de vous dire, des menaces géopolitiques qui créent de l'instabilité géopolitique, qui se retournent la veste de l'Europe, se retournent la veste du Canada, se retournent la veste de la Chine, se retournent la veste du monde entier. La cote de popularité américaine est en train de baisser. Et le plus gros point actuellement, c'est tout de même la guerre en Iran, qui est en train de coûter extrêmement cher au gouvernement américain déjà d'une, et aussi aux ménages américains. La cote de popularité de Donald Trump en personne est passée de 60 à 40% depuis le début du conflit. Les élections de mi-mandat arrivent. On voit déjà des républicains au sein du gouvernement retourner leur veste par rapport à Donald Trump et voter en faveur des démocrates. Donc là, c'est compliqué de faire un bilan en disant si oui, c'est la fin, non, c'est la fin, ou oui, c'est pas bien, ou oui, c'est bien. Juste quand on regarde tout ce qui se passe, on se rend compte que les États-Unis sont quand même mêlés à énormément d'histoires géopolitiques et que concrètement, plus ils vont se mêler à d'autres, Donald Trump parle déjà de Cuba, plus ça va coûter cher. Et plus ça coûte cher, ça va se répercuter bien sûr sur la dette, parce que c'est le gouvernement américain qui attaque l'Iran, c'est le gouvernement américain qui attaque le Venezuela. Et donc, cet argent, il la trouve où? Sur les marchés. Et les marchés, qu'est-ce qu'ils regardent? Plus de dépenses, il faut une prime de risque en plus sur les taux obligataires américains. Le quatrième point que je voulais aborder, c'était bien sûr le protectionnisme. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, pas besoin de vous faire un schéma pour vous dire qu'actuellement, on rentre dans une économie de protectionnisme où quand en novembre 2024, Donald Trump est arrivé aux commandes, en tout cas plutôt en janvier 2025, quand il a été inauguré président de la République, il a directement mis en place des taxes sur l'acier, sur l'aluminium, sur le Canada, sur le Mexique, ses principaux partenaires commerciaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, il y a des accords qu'on appelle les USMCA. Okay, c'est des accords qui sont renouvelés tous les 6 ans et qui permettent le libre-échange entre ces trois pays. Pourquoi? Bon, géographiquement, ils sont extrêmement proches, donc ça permet de faire tourner toute cette zone géographique
commercialement. Cependant, Donald Trump est venu remettre en question ces accords-là à son entrée à la Maison-Blanche. Et en plus de ça, il a décidé de taxer le Mexique, de taxer le Canada, des pays qui dépendent énormément des États-Unis. Alors bien sûr, les États-Unis dépendent aussi énormément d'eux. Toutes les entreprises américaines exportent énormément vers le Canada et aussi énormément vers le Mexique, bien que moins. Mais tout ça, c'est vraiment amplifié le 7 avril lors du Liberation Day où Donald Trump a décidé de mettre en place ce qu'on appelle des tarifs réciproques. Donc il a estimé que les pays lui volaient de l'argent, donc il s'est dit on va les taxer comme on devrait les taxer pour récupérer l'argent que ces pays nous ont volé. Donc là, on a vu une très grosse chute des marchés. Bien sûr, ces tarifs ont été retirés quelques semaines plus tard, sauf pour la Chine. La Chine, elle, qui a continué à avoir un tarif de 60%, 100%, et on a vu une guerre commerciale se lancer entre ces deux pays, qui ensuite, elle aussi, s'est apaisée, mais ça a créé une nouvelle fois de l'instabilité sur les marchés financiers. Alors, le verdict est tombé le 20 février 2026. Tout l'argent que les États-Unis ont pu récupérer grâce à ces taxes a dû être remboursé à la suite d'une décision du Congrès américain, comme quoi ces tarifs ont été jugés invalides et non essentiels. Alors bien sûr, le gouvernement américain s'est empressé d'activer la section 122 du Trade Act de 1974. Ce Trade Act a été voté par le Congrès pour donner au président américain le droit d'augmenter les tarifs avec un plafond maximum de 15% et pour une durée maximum de 150 jours en cas d'urgence sur la balance de paiement. Donc ce Trade Act de 1974 a été voté à la fin des accords de Bretton Woods pour maintenir une stabilité au niveau du dollar. Et donc là aussi, c'est compliqué de faire une conclusion si oui ou non c'est la fin du grand cycle américain parce que c'est du protectionnisme. Mais ce qu'on peut observer quand même, c'est qu'on a vraiment cette montée du protectionnisme. Et pour le moment, tous les points qu'on a pu aborder, c'est des points où les États-Unis le font, que ce soit géopolitique, que ce soit du protectionnisme, que ce soit une dette élevée ou des inégalités. Les États-Unis sont en train de cocher toutes les cases des signes typiques d'une fin de grand cycle. Le dernier point, ça va être la remise en question de la monnaie dominante. Est-ce qu'actuellement le dollar est remis en question? Alors certains vont dire oui, certains vont dire non. Pour moi, je pense que le dollar est certes remis en question, mais ça ne change rien pour autant. Parce que il y a toujours les accords pétrodollars, le pétrole est échangé en dollars, le dollar reste énormément présent, que ce soit dans les réserves de banque centrale, les réserves de gouvernement, les réserves d'entreprise. Donc, concrètement, on n'a aucune alternative. Le dollar n'a aucune alternative. On pourrait penser, bien sûr, à l'euro. Cependant, aux États-Unis, on a un gouvernement, une politique budgétaire, un trésor. Dans l'Union européenne, on a 20 gouvernements, 20 politiques budgétaires, 20 trésors. Donc, c'est extrêmement compliqué. Le dollar est extrêmement profond par rapport à l'euro. Quand on parle des accords de pétrodollars, quasiment toutes les matières premières sont échangées en dollars. Donc, c'est des choses où il faudrait vraiment refaçonner le système. C'est pas des choses impossibles, bien sûr, c'est des choses qui peuvent très bien arriver, mais cependant, pour moi, ce ne sera pas à court terme. Peut-être que je vivrai ça, mais pas dans ma vingtaine. Pour conclure, même si malheureusement, comme vous l'attendiez sûrement, je ne peux pas conclure en disant que oui, c'est la fin du grand cycle. Non, le cycle va continuer. Je dirais qu'il y a de plus en plus de probabilités que ce soit la fin du grand cycle aux États-Unis. De plus en plus de points qui montrent que les États-Unis sont potentiellement en train de s'emmêler les pinceaux, que ce soit financièrement avec la dette, que ce soit géopolitiquement ou militairement avec les conflits géopolitiques et le protectionnisme, que ce soit au sein même de l'économie américaine avec les inégalités, mais tout pendant que le dollar restera statut de valeur refuge, restera monnaie de réserve mondiale, je pense que les États-Unis pourront bien s'en sortir. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des idées de vidéos pour la semaine prochaine ou des thèmes que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Sur ce, je te laisse t'abonner à mes réseaux sociaux, donc Instagram et à ma chaîne YouTube et je te souhaite un bon week-end.